Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous fais la première partie de ma vidéo Je lis sur les prisons. Donc, j'ai commencé cette expérience livresque avec la plus belle couverture parce que je n'en reviendrai jamais, ça a l'air. Donc, le livre Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Youssef Salam. Un ouvrage young adult écrit en vers tout au long du livre. C'est l'histoire d'Amal qui a été incarcéré dans un pénitencier pour personnes mineures alors qu'il est innocent. Donc, on va commencer avec le tribunal, avec son procès. On va le suivre à la prison. C'est un ouvrage qui est basé sur des vraies histoires, particulièrement qui fait un parallèle avec l'histoire de Youssef Salam. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont rendus compte des années plus tard qu'il était innocent et que tout au long qu'il disait qu'il n'avait rien fait, que c'était la vérité. Donc c'est un ouvrage qui est difficile parce que il est très près de la réalité, parce que ce sont des situations qui se sont déjà passées. Et c'est difficile parce que si vous avez ce sentiment d'injustice dans la vie, ben là, il y en a partout, tout le temps. C'est un ouvrage coup de poing. C'est un ouvrage qui est écrit en vers, puis pour vrai, une chance. Parce que s'il y avait plus de mots, s'il y avait plus de détails, je pense pas qu'on serait capable de le finir. Je pense que ça ferait trop mal. Même ça, avec la quantité de mots, même si on a un petit peu de mots, ça fait tellement mal. Chaque mot est important et est déposé et a son impact. C'est écrit d'une main de maître et ça, c'est la traduction. Donc, j'ose pas imaginer à quel point ça doit être difficile, mais tellement puissant en anglais. Définitivement, le format est un atout. Parfois, c'est écrit avec des espaces, parfois c'est d'un certain côté. Il y a vraiment un jeu aussi visuel avec l'écriture. J'ai trouvé ça que ça se lisait tellement bien. Tu tournes les pages, puis tu veux continuer à suivre son histoire. C'est poignant. On est aussi de sa perspective à Amal, donc on n'est pas dans les détails, on est beaucoup dans son ressenti et aussi dans les actions. Donc ça aussi, ça fait en sorte que c'est poignant, qu'on est avec lui. C'est un personnage qu'on aime, un personnage coloré, c'est un artiste qui tout ce qu'il veut, c'est libérer son art. Puis lorsqu'il arrive dans le pénitencier, ben, s'il y a bien une chose qui n'a pas sa place, c'est l'individualité, c'est la créativité. Il faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu fasses telle affaire. Puis même si tu dis que tu es innocent, tout le monde dit qu'ils sont innocents. Fait que on ne te croit pas, on ne te donnera pas de passe-droit, tu ne te prendras pas pour une vedette parce que ton procès a passé à la TV. C'est ultra difficile comment il vit ça. Et surtout parce qu'on se dit, crime! Il est innocent! Oh my god, c'est encore pire. C'est trigger warning, là, ça fait vraiment mal. C'est une histoire aussi qui démontre bien toutes les problématiques du racisme systémique. On voit bien, c'est soulevé à plusieurs moments toutes les problématiques de représentativité. On sent que les personnes noires sont défavorisées dans plusieurs situations. Juste au procès, il n'est pas écouté. C'est pas les bonnes personnes qui viennent plaider pour lui. Il y a beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés. Les gens le regardent et se font leur propre opinion. La personne noire qui aurait tabassé la personne blanche, donc c'est sûr que c'est lui le coupable. Il n'y a même pas d'autres questionnements. La personne qui a été tabassée n'est même pas réveillée, elle ne peut même pas parler, mais on va faire le procès bien avant ça. C'est horrible. Et lorsqu'on arrive en prison, c'est la même chose. On ressent, on voit le jugement, on voit qu'il y a encore moins de chances que toutes les autres. Et c'est une prison pour mineurs. Je ne peux pas concevoir ça parce que pour vrai, c'est aussi dur que tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu de prison pour les personnes majeures, pour les adultes. Sérieux, c'est tellement difficile, ça n'a aucun bon sens. Le personnel est condescendant, il n'y a personne qui est vraiment là pour l'écouter, personne qui est vraiment là pour lui. Tout le monde le regarde de haut. Ah, c'est difficile. Je pense définitivement que ça va être un ouvrage qui va rester en moi très longtemps. Ça serait pas surprenant que ce soit un de mes tops à la fin de l'année. Si vous avez la chance de le lire, je pense que c'est un ouvrage nécessaire. C'est un ouvrage qui donne un point de vue
qu'on lit pas assez souvent, écrit par 2 personnes racisées. Et c'est un ouvrage qui démontre beaucoup d'injustices et c'est important qu'on les lise, c'est important qu'on en prenne compte et qu'on réfléchisse un peu sur le système, mais aussi sur notre vision des gens à tous les jours. Donc, grosse lecture. J'ai lu Francoeur de Mathieu Blais. Donc, dans cette histoire-là, on va suivre Francoeur, qui est un détenu qui va arriver au pénitencier. Et contrairement à tous les autres prisonniers, c'est un peu un esprit libre. Les autres règles ne s'appliquent pas à lui. Il est vraiment très verbomoteur, il raconte ses histoires, il le répète, puis il est un peu dérangeant, mais en même temps, tous les détenus sont comme hypnotisés par lui, donc il y a comme un statut particulier dans la prison. Donc le narrateur n'est pas Francoeur, il s'appelle Bronco, et va nous raconter le moment où Francoeur va être à la prison en même temps que lui, parce que il n'y a pas de surprise. Comme c'est dit au départ, Francoeur ne survivra pas, donc il va rester un petit bout de temps. Et vu qu'il est dans le trouble par rapport aux Hells, ben ils vont lui faire la peau assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? C'est une perspective assez différente de la prison. Donc, on met pas l'accent sur l'oppression, sur les règles, sur le système. On est vraiment dans une prison, mais on parle du personnage de Francoeur. Donc, à quel point il est libre, à quel point il était particulier, qu'il y avait des histoires qui se modifiaient, qui étaient loud, qui étaient différents des autres détenus. Donc, c'est vraiment par rapport à lui, c'est une vision, un roman qui parle de son passage dans la prison, mais qui parle pas nécessairement de la prison en elle-même. J'ai trouvé ça particulier qu'il y ait la narration externe, un peu que ce soit un autre détenu qui raconte Francoeur. Je trouve que ça donne une barrière. Je trouve aussi que ça fait en sorte qu'on comprend pas vraiment qui est Francoeur et pourquoi il fait ça, parce qu'on a la vision de Bronco, on a son jugement, on a ses explications à lui de pourquoi il était comme ça, mais on n'a pas foncièrement la vérité, les vraies pensées. Puis je pense qu'au contraire, Francoeur aurait pu être un narrateur non fiable, aurait pu être vraiment un narrateur intéressant à suivre. Donc, je trouve pas que le point de vue, pour moi, c'était le meilleur. En tout cas, je trouve pas que c'est ça qui a rendu le plus justice à l'histoire. Parce que malgré que ça soit quand même un petit livre, je peux pas vous dire que je l'ai dévoré. Ça m'a pris un certain temps, j'ai dû me pousser un petit peu à le lire parce que je voyais pas trop l'intérêt tout au long du livre. Il y a une situation qui m'a dérangée. On apprend que Bronco, c'est un prisonnier noir. Ça, c'est correct. L'affaire, c'est qu'il utilise beaucoup le mot en haine pour parler de d'autres prisonniers noirs dans d'autres situations. Et c'est pas un own voice. Hein. Ce que je cherche, Mathieu Blais, fait pas partie de la communauté noire. C'est pas un auteur noir. Donc, j'imagine qu'il voulait faire de la représentation, inclure de la diversité dans son roman. C'est juste que je viens de lire un livre qui est Own Voice et on a clairement fait allusion à cette histoire du mot en N. L'autrice, elle a pris la peine d'avoir une scène où la mère du condamné lui dit « T'es pas un N et les autres ne sont pas un N. Accepte pas et n'accepte pas de la part des autres de te faire traiter ainsi. » Donc ça, c'est un own voice qui dit ça à propos de ce mot-là. Puis ici, ben, c'est un blanc qui utilise le mot en N entre des personnages noirs. Donc, j'ai trouvé ça un peu indélicat. Puis, finalement, Francoeur, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai l'impression qu'on nous le vendait vraiment beaucoup comme « Oh mon Dieu, c'est un personnage extravagant, excentrique, plus grand que nature, il a fait telle affaire, attention, là, c'était vraiment courageux, même comme un peu stupide de faire telle chose, comme c'est vraiment quelque chose de gros qu'il a fait, puis mon Dieu, pourquoi il a fait ça? » Puis lorsque tu le lis, finalement, il n'y a rien vraiment de si sensationnel ou si c'est sensationnel dans la perspective d'une prison, j'aurais vraiment voulu le sentir davantage. Donc, je pense que c'est ça ma plus grande critique par rapport au livre. On nous vend un personnage plus grand que nature, mais on n'a pas accès aux pensées de ce personnage-là. On le voit de l'extérieur. On est très passif par rapport à lui. J'ai pas eu d'attachement particulier parce que c'est à lui qu'il faut s'attacher et non nécessairement au
au narrateur Bronco. Donc, j'ai pas eu rien qui me rattachait à Francoeur. Je le trouvais pas nécessairement attachant, je le trouvais pas nécessairement divertissant. Donc, je faisais juste lire à propos d'un autre détenu, de la perspective d'un détenu, qui est une perspective froide, détachée. Je n'ai pas tant apprécié. J'ai pas embarqué comme j'aurais voulu embarquer dans ce livre-là. Parce que ma foi, lorsque j'avais lu la quatrième de couverture, je trouvais ça intéressant, mais ça l'a pas rendu. Moon Brothers de Sarah Crowson. C'est un autre livre écrit en vers. C'est assez rare que je lis des livres en vers, mais il semblerait que c'est quelque chose de commun pour les prisons. Donc, dans ce livre-là, on va suivre Joe. Ça fait à peu près 10 ans qu'il n'a pas vu son frère qui a été incarcéré pour le meurtre d'une police. Donc, son frère aurait tué une police. Son frère a toujours clamé qu'il est innocent. Ils viennent d'une famille assez poquée, une mère qui boit, qui sort, qui se désintéresse complètement de ses enfants, une tante qui est très dans le jugement. Donc, les 3 enfants ont essayé d'être une troupe parce qu'il n'y avait définitivement pas de parents. Ils ont essayé de devenir des enfants parents parce qu'il n'y avait pas de parents. Ils ont essayé de faire de leur mieux. Joe a toujours eu aide de son grand frère qui s'occupait super bien de lui. Donc, de le savoir en prison, on dirait que ça fonctionne pas avec la vision qu'il avait de son frère. On dirait que ça peut pas être son frère qui a fait une telle chose. Peut-être voler, peut-être faire des petits larcins ou des petites affaires, mais tuer quelqu'un, il n'y croit pas. Donc, on est quand même dans un milieu difficile. Joe, il n'a pas eu une vie évidente. Son frère Ed non plus. Ed et la mère, c'était encore plus rocailleux qu'avec les autres enfants parce que je pense que c'était le plus vieux. Donc, Ed, il prenait un petit peu sur lui, puis parfois, il parlait à leur mère en disant genre, peux-tu faire ta job de mère? Mais ça passait pas. On va parler de l'innocence de quelqu'un qui est incarcéré alors qu'il est innocent. On va parler aussi de la peine de mort parce que dans certains États, c'était possible. Je sais plus si ça l'est encore, là, j'ai pas fait mes recherches. Mais en tout cas, dans son cas à lui, je pense qu'il est au Texas et il est passible à une peine de mort. Donc, c'est ça qui va se passer dans ce livre-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Encore une fois, je trouve qu'on est dans une perspective extérieure de la prison. On n'est pas avec Ed dans la prison, on est avec Joe qui est à l'extérieur. Forcément, il va graviter autour de la prison, il va aller voir son frère éventuellement en prison, donc on va avoir un petit goût de la prison, mais vraiment pas de la manière que je veux. Je veux sentir la prison, je veux goûter la prison. Là, ben, j'avais la liberté que Joe avait et je voyais la prison d'un angle extérieur. On parle encore une fois, 2 romans sur 3, de détenus qui sont incarcérés alors qu'ils sont innocents. Donc, je pense que dans ces ouvrages-là, il y a définitivement une critique au système. Il y a définitivement une critique par rapport au pouvoir, par rapport au fait de profiter de son pouvoir, au fait aussi de profiter des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'aide, pas beaucoup de famille, peut-être pas l'éducation nécessaire non plus, qui n'ont peut-être pas accès à un avocat qui peut les sortir de là. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets autres que la prison. C'est un ouvrage qui, à mon sens, était pas aussi percutant que je l'aurais voulu. Il y avait quand même plus de mots que dans Mes coups seront mes mots et je l'ai trouvé avec moins d'impact. J'ai trouvé que ça faisait quand même moins mal. On joue entre le présent et le passé. Donc aujourd'hui, il y a à peu près le 17 ans, Joe, le petit frère qui n'est pas à la prison. Et il y a des moments qui se sont passés, entre autres, lorsqu'il y avait 5 et 8 ans, autour de ces âges-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas une grande différence dans la manière que Joe sonne. Lorsque on est au présent, j'avais tout le temps l'impression que c'était un petit garçon qui nous parlait. Donc j'ai trouvé qu'il y a comme une lacune par rapport à ça dans la manière que Joe s'exprime, qu'il pense. On dirait qu'il fait encore petit gars, peu importe si on est dans le présent ou dans le passé. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est que dans le présent, c'est plus un petit gars. 17 ans, c'est quand même début d'âge adulte. Même si aux États, c'est peut-être un petit peu plus comme 19, 21. Mais en tout cas, tu sais, 17 ans, c'est quand même plus proche de l'adulte que 5-8 ans. J'aurais préféré, je me serais attendue à une différence dans la narration, dans la tonalité,
les propos, une certaine profondeur que j'ai pas retrouvée. Donc, malgré tout, pour des sujets quand même assez lourds, je me suis pas trouvée assez investie, j'ai pas été tant troublée. Donc, dans ce temps-là, ça me fait comme des warnings que certaines choses qui fonctionnaient pas avec moi, je blâme sur la narration, encore une fois, cette fois-ci. Il y a une chose que j'aimerais souligner par contre, et c'est assez rare qu'on voit ça dans des ouvrages, la relation entre frères, elle est vraiment incroyable. Deux frères qui sont là l'un pour l'autre, Ed qui est là pour son petit frère malgré que la famille est complètement cassée, que c'est pas un milieu de vie viable, donc vraiment un bon point pour ça. Et l'autre chose, c'est la personnalité résiliente d'Ed. Je peux pas croire que tu arrives à avoir cette personnalité-là alors que tu as été incarcéré et que tu vas possiblement être tué et que tu es innocent dans cette situation-là. C'est quelque chose qui vient me chercher, qui me fait bouillir. Je peux pas croire, je peux pas concevoir l'injustice de cette situation-là et que quelqu'un le prenne, ben, il prend pas si bien que ça, mais tu sais, il se donne une façade pour que les autres soient forts, même s'il sait que son sort est terminé, que sa vie va finir bientôt, il le laisse pas paraître et il fait preuve de résilience, ça me fait capoter. La fin fait définitivement mal, c'est ça qui me fait le plus mal, mais encore une fois, je me serais attendu que ça fasse mal longtemps et pas tant que ça. Donc, ouais, je suis un peu difficile, je pense, pour mes romans de prison. Les abysses de Biz. Dans cette histoire, on va suivre Catherine et son père Michel. En fait, Michel est maintenant en prison. Il a été reconnu coupable d'avoir démembré, découpé quelqu'un. On va suivre en parallèle Catherine qui continue sa vie alors que son père est en prison. Ils avaient une relation assez proche et vu que la situation elle a été très médiatisée, ça a beaucoup d'impact sur elle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un ouvrage qui se lit vraiment très rapidement, c'est très addictif, l'écriture elle est fluide, c'est facile et agréable. Le premier tiers, on est vraiment beaucoup dans la prison, on suit davantage Michel que Catherine, donc on apprend un petit peu à le découvrir, à voir c'est quoi sa réalité, comment il tient le coup, etc. Donc au début, j'étais quand même vraiment très emballée par l'aspect prison du roman. Par la suite, on s'en va davantage du côté de Catherine, donc on sort de la prison et il y a comme une intrigue un petit peu qui embarque et ma foi, elle est très obvious, évidente. J'ai vu rapidement où est-ce qu'on s'en allait puis j'étais un petit peu déçue de cette tournure-là. Ça me moins plu, puis lorsque je me suis rendu compte à la fin que c'était effectivement ça, ben là j'étais encore plus déçue parce que je me suis dit, moi qui cherche pas nécessairement les indices et qui ne cherche pas à comprendre ou à me rendre compte avant la fin de ce qui va se passer, ben là je m'en suis rendu compte, puis ça j'aime pas ça. Ça veut dire que c'était beaucoup trop évident et que c'est pas amusant. Parce que je sais pas qu'est-ce que ça se veut nécessairement comme ouvrage. Est-ce que ça se veut un peu comme une enquête? On va comprendre pourquoi le père de Catherine est en prison. En même temps, il y a aussi tout le sujet de la médiatisation du procès et les impacts sur la famille. Donc, oui, c'est Michel qui est incarcéré, mais la vie de Catherine est invivable, les médias sont sur elle, elle peut pas sortir. Donc, tout ça aussi, les gens la traitent quasiment comme une meurtrière alors que c'est pas elle qui est incarcérée qui a fait le crime. On aborde aussi le journalisme à sensation. Lorsqu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ben, ils créent un petit peu l'histoire qu'ils aimeraient lire, l'histoire la plus glauque possible et la plus torturée, s'il vous plaît. Donc j'ai l'impression que ce livre-là aborde beaucoup de choses en surface. Je suis déçue de la tournure qu'il a pris parce que la prémisse du départ, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de suivre comment on continue notre vie, comment on survit au fait que l'un des nôtres, quelqu'un qui est vraiment très proche de nous, quelqu'un de notre famille, soit incarcéré, comment on continue à vivre après ça. Cette prémisse-là m'intéressait beaucoup, mais c'est pas tout à fait ça. On s'en va davantage dans une enquête et elle est vraiment très facile à résoudre. C'est trop évident. Donc, ouais, j'étais un peu déçue. Je suis sortie de là, puis j'étais comme, ça se lit bien, j'ai tourné les pages, j'étais dedans. En même temps, je voulais pas avoir raison, puis ça m'a déçue. Il y a trop de choses dont on voulait parler. On finit par parler de rien au final. On va en profondeur de rien.
Donc, ouais, un petit peu déçue malheureusement de cet ouvrage-là qui est finalement pas beaucoup en prison. On voit un petit peu de prison. Ce que j'ai vu la prison, j'ai aimé ça. Je trouvais que ça goûtait le béton, que c'était gris et que c'était dur, mais si peu, malheureusement. J'ai enchaîné avec La ligne verte de Stephen King, mon troisième King. J'avais bien peur de cette lecture-là parce que ça fonctionne pas vraiment pour moi, habituellement, Stephen King. Dans cette histoire-là, on est en 1932 dans une prison, mais plus particulièrement dans l'aile où on exécute les criminels à la chaise électrique. Donc, cette ligne verte, c'est comme le corridor où sont les prisonniers qui vont être condamnés. C'est pas Jojo comme sujet. Donc, on va suivre Paul Edgecombe, qui est gardien-chef de cette unité-là de prison. On va rencontrer certains prisonniers qui vont passer et qui vont être exécutés. Et le dernier qu'on va rencontrer, John Caffey, il est quand même assez particulier. Il y a quelque chose autour de lui, une dynamique un petit peu différente. Et on va se mettre à se douter un petit peu de s'il l'a fait ou pas. Est-ce qu'il est vraiment coupable ou est-ce qu'il serait innocent? S'il est innocent, est-ce qu'on peut le sauver? Beaucoup de questions. J'ai commencé ce livre-là, j'étais pas tant emballée, je trouvais que ça allait partout et nulle part. Donc on commençait des petits bouts d'histoire un peu partout, dans le présent lorsque Paul est plus vieux puis qu'il est rendu ex-gardien. On retournait dans le passé en 1932 puis il revenait un petit peu tout le temps là. Il racontait des petites histoires par rapport à une souris, par rapport à tel criminel, par rapport à l'arrivée de John. Il nous promettait beaucoup de choses, mais à toutes les fois que c'était intéressant, on changeait de sujet. On allait ailleurs, surtout lorsqu'on allait sur John. Moi, j'avais vraiment envie, j'étais vraiment interpellée, j'étais curieuse, puis là, on s'en allait ailleurs. J'étais comme, je suis pas si intéressée de savoir ça finalement. Jusqu'à peu près à la moitié. Puis là, à moitié, je me suis dit, c'est fou, j'ai encore ce sentiment-là que j'ai eu dans le cimetière de Stephen King, de je pourrais arrêter le livre en ce moment, je serais satisfaite. Je vois un peu où ça s'en va, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus. Finalement, j'ai continué parce que je voulais pas abandonner pour cette vidéo-là. Je voulais vraiment tous les lire à moins que ça soit ultra pénible. Puis c'était pas nécessairement le cas. C'est surtout comme une apathie. Et finalement, j'ai continué, j'ai poussé et je suis tellement contente d'avoir fait ça parce que éventuellement tous les morceaux se sont comme mis en place. Il m'a donné des petits filons tout au long du début, puis là tout s'accrochait, il y avait une belle toile d'araignée, je voyais le portrait au complet. Et là, c'était davantage intéressant et on continuait à nous donner des informations. Donc, tout était plus grand nature, tout devenait un petit peu plus complexe avec tout ce qu'on avait eu comme départ. Le départ était lent, mais là, je me sentais bien outillée, puis je parcourais les pages, je pompais mon lait en plein milieu de la nuit, puis je lisais à 3 heures du matin, tu sais, à quel point là, j'étais hook, là, j'étais accrochée. Et il y a des personnages que j'ai commencé à détester. Percy, je le détestais. John Caffey, j'étais vraiment intriguée, puis j'avais de la sympathie pour d'autres prisonniers. J'étais vraiment là avec eux, dans la prison, dans cette unité-là, dans l'aile de la ligne verte. Je voyais les dynamiques, je comprenais les enjeux. J'étais complètement investie. Et il y a une chose que j'ai vue arriver très rapidement qui s'est concrétisée, mais j'ai pas nécessairement ressenti cette déception-là. Il y avait des preuves différentes de celles que moi j'avais soulevées dans ma tête. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant que la vision soit différente pour arriver peut-être au même résultat. Et par contre, par la suite, il y a quand même eu une révélation et celle-là, je l'avais pas du tout vue venir. Elle m'a fait mal. Il y a eu d'autres moments charnières qui m'ont pincé au cœur. Puis vers la toute fin, là, j'ai eu les larmes qui ont monté dans mes yeux. Elles n'ont pas coulé, mais j'étais touchée, j'étais bouleversée, triste, renversée par ce que je venais de lire. Je ne croyais pas du tout que ça allait arriver. Donc vous comprendrez que ça a été
une belle grosse lecture pour moi. Je serais pas surprise qu'ils se rendent à mon top de l'année. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'atmosphère. J'ai goûté la prison, je l'ai senti. J'ai vécu la chaise électrique. D'ailleurs, il y a une fois que ça se passe pas bien, là, je l'ai lu vite, s'il vous plaît, parce que c'était dur. C'est un ouvrage d'horreur, mais c'est beaucoup plus du drame humain, de l'horreur humaine que de l'horreur paranormale. Il y a une petite chose qui relève de la magie et la conséquence de ça, c'est comme paranormal. Ça, j'ai pas tant aimé ça, mais ça va vraiment très très vite et ça arrive pas si souvent que ça. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est dans mes cordes. Si ça fait mal, mais que c'est vrai, que c'est de l'horreur humaine, que c'est du réaliste de manière majoritaire, ça va très bien. Et la magie, j'aime beaucoup aussi. J'aime qu'est-ce qui a été fait avec ça. On parle aussi, on est en 1932, on parle de racisme, on parle d'apparences qui sont parfois trompeuses, on parle de pas tout le monde qui a la même chance, de privilèges. Il y a beaucoup de sujets là, qui sont quand même en dessous de ça. Alors, oui, j'ai bien aimé, j'ai été touchée, j'ai été renversée, bouleversée. Wow! Dernière lecture de prison pour cette vidéo, c'est le livre Shutter Island de Dennis Lehane. On va être dans les années 50 autour de Boston, au large de Boston, une île qui se nomme Shutter Island et sur cette île, il y a un hôpital psychiatrique slash pénitencier. Donc, les personnes très violentes, très dangereuses, qui ont des enjeux de santé mentale sont incarcérées dans cet hôpital psychiatrique slash pénitencier. On va suivre Teddy et Chuck qui s'en vont enquêter parce qu'il y a une patiente, Rachel, qui s'est sauvée. Donc ça, c'est leur mandat. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que l'équipe est vraiment pas très conciliante, qu'il n'y a personne qui veut vraiment leur donner des informations. Tout le monde a l'air un peu suspicieux, donc ça rend vraiment leur travail difficile. Et je m'arrête là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Ça n'a pas été évident. J'ai eu un enjeu avec l'écriture. Je pense que ça provient plus de la version originale que de la traduction, mais c'est sûr que la traduction franchouillarde n'a pas du tout aidé. Les dialogues dans l'écriture, il y a plusieurs moments que je me suis dit, il n'y a personne qui parle comme ça, il n'y a personne qui réplique de cette manière-là. Je les trouvais vraiment pas très fluides et très réalistes. Lorsque je les lisais, je bloquais, puis j'étais comme, ah, ok, c'est ça qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il répond? Il répond à quoi? J'avais vraiment de la misère, j'étais vraiment comme confuse au début, là. Je trouvais vraiment pas que ça allait fluidement, là. Je trouvais pas que c'était facile. Le premier chapitre, c'était pas nécessairement les dialogues, mais je l'ai relu 3 fois, puis j'étais comme, je comprends pas de quoi il est question, je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent, je comprends pas le contexte, ça avait pas d'allure, là. Je me sentais nouille, mais j'ai pas l'impression que c'est tant moi que comme ce qui est écrit. Donc, ça n'a pas été un départ évident, puis malgré que c'est pas un gros livre, là, c'est un petit peu moins de 300 pages, mais c'est des bonnes grosses pages, c'est écrit quand même assez gros. C'est un livre que j'aurais pu lire facilement en une journée si l'intérêt était là, mais j'avais de la misère, je tournais les pages, je voyais pas trop le but, j'avais pas d'intérêt particulier pour les deux enquêteurs, j'avais pas d'intérêt non plus pour l'enquête. Je voyais qu'il y avait des trucs louches, mais j'étais comme bof, d'accord. J'ai persévéré parce que je voulais pas DNF, puis parce que, tu sais, il y avait quand même l'enquête qui, malgré tout, semblait intéressante. Mais je pense que le meilleur moment de ce livre-là, c'est vraiment la fin. Quoi que je dis ça, mais je suis pas une grande lectrice de thriller, je suis pas capable de prévoir ce qui va se passer dans un livre. Même s'il y a des indices, je me casse pas la tête pour essayer de les résoudre ou de voir ou avoir des hypothèses, etc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fascinant à la fin, j'ai trouvé ça surprenant, je me suis prise à être surprise et à aimer comment ils ont tout dénoué. Mais pour quelqu'un qui en lit beaucoup, je suis pas certaine vraiment que ça aurait fait le même effet. J'ai pas l'impression que c'était super bien fait. Je pense qu'il y avait plusieurs indices que j'ai juste mis de côté, mais il y avait des choses que je trouvais louches. Puis, si j'avais juste gardé ça en tête, ben, j'aurais peut-être fait 1 + 1 = 2. Donc, j'ai vraiment l'impression que ceux qui en lisent beaucoup seront
pas flabbergastés par ça, seront pas surpris, trouveront pas que c'est une grosse lecture. Et même moi, qui est pas tant dans ce type-là, qui en lit pas énormément, j'ai apprécié la fin, c'est ça que j'ai apprécié le plus, mais je peux pas dire que ça change toute l'expérience lecture, je peux pas dire que c'est un 5 étoiles, je peux même pas dire que c'est un livre qui dépasse le 3 étoiles. Donc ça termine ainsi ma première vidéo pour les prisons. Qu'est-ce que j'ai pensé de la prison? On est, mais on l'est pas vraiment dans la prison. Il y a cette enquête-là, puis on se promène dans la prison slash hôpital psychiatrique, mais on sent beaucoup plus l'hôpital psychiatrique, je trouve, que la prison en elle-même. Donc, il y a peut-être cet enjeu-là qui joue. J'ai pas trouvé que c'était un livre atmosphérique, j'ai pas trouvé que c'était un livre où que je me sentais les deux pieds là, ou qu'on avait la dynamique de la prison. J'ai pas trouvé que c'était dans cette veine-là. Donc, voilà. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.